Alors, seconde vidéo de découverte de Vitis 2023.2 sur un projet simple contenant un cœur ARM. On passe maintenant à la conception logicielle. Dans la vidéo précédente, on a conçu la partie matérielle et maintenant, on passe donc à la conception de la partie logicielle. Et pour ça, donc, on retourne sur notre logiciel donc Vivado et à partir de Vivado, ici dans le menu Tools, on peut lancer l'exécution de Vitis, l'environnement de développement pour tout ce qui est logiciel. Alors, il s'agit d'un nouvel environnement de développement pour ceux qui connaissent le logiciel Vivado Vitis. Donc, précédemment, ça s'appuyait sur Eclipse. Et puis maintenant, c'est un logiciel qui fonctionne comme vous pouvez le voir si vous connaissez un petit peu les environnements de développement sur Visual Studio Code. Alors, on va commencer par ouvrir un projet. Alors, l'environnement de travail pour l'instant n'existe pas, donc je vais le créer, cet environnement de travail. À l'intérieur du dossier de mon projet, c'est un peu plus cohérent. Et puis, cet environnement de travail, je vais l'appeler Vitis. Voilà, une fois qu'on a créé le dossier correspondant, on peut l'ouvrir. Et on va procéder en différentes étapes avant de pouvoir vraiment programmer notre carte. Alors la première chose à faire, c'est de créer un composant. Vous voyez qu'ici on raisonne sous la forme de composant. Et ce premier composant, c'est une plateforme. Alors la plateforme, c'est ce qui reprend l'architecture matérielle qui a été définie en Vivado. Donc je conserve ici les paramètres par défaut, on va l'appeler plateforme, ça ira très bien. Cette plateforme, elle repose sur le fichier XSA de la description matérielle qui a été réalisée précédemment. Et donc, je sélectionne le dossier qui contient toute la description. Donc, le logiciel importe donc, ce fichier de description matérielle. Et ensuite, à partir de là, on va préciser quel est le système d'exploitation que l'on veut utiliser et quel processeur utiliser lorsqu'il y en a plusieurs. Donc ici, pas de système d'exploitation, on est en train de créer quelque chose à partir de 0. Et pour ce qui est du processeur, il y a 2 cœurs sur le système, on conserve le 0. Sûr. Donc à partir de là, on a créé donc notre plateforme matérielle. Alors cette plateforme matérielle, elle va apparaître au niveau des fichiers sources dès que sa création sera terminée. Bon, il y a tout un tas de fichiers batch qui sont lancés pour toutes ces créations. Donc là voici cette plateforme matérielle. À l'intérieur, on trouve des fichiers de configuration, des fichiers sources, des fichiers de sortie. Lorsque je sélectionne la plateforme ici, je vois réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, en déclinant un petit peu plus, je découvre qu'il y a un Board Support Package, qui est donc tout ce qui définit les éléments matériels présents dans notre système, et plus particulièrement ici dans la version standalone que j'ai créée, les différents drivers disponibles pour pouvoir utiliser tout ce qui est disponible donc, dans mon architecture matérielle. Dans cette architecture matérielle, on a mis en place, on l'a vu précédemment, un Zinc 7 Processing System qui contient tout un tas de périphériques déjà. Et on a également ajouté un AXI GPIO. Tous ces éléments disposent de drivers, et ces drivers sont donc des codes écrits en langage C que l'on va pouvoir utiliser pour accéder au matériel. Alors, au premier abord, ça peut paraître quand même relativement compliqué de créer une première application. Donc ce que je recommande, moi, c'est toujours de s'appuyer chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément de propriété intellectuelle dans le projet, de s'appuyer sur les exemples qui sont proposés avec. Par exemple, si je veux utiliser l'AXI GPIO, comme on le voit ici, on dispose d'exemples que l'on va pouvoir ajouter dans ce premier projet. Alors, on peut commencer par effectuer le build de la plateforme. Donc là, on construit toute la partie logicielle de la plateforme. Je garde absolument tous les paramètres par défaut dans un premier temps. Donc voilà, pas de problème, ça s'est bien passé. Alors pour ceux qui avaient l'habitude d'Eclipse, qui était l'IDE qui était utilisé précédemment avec Vitis,
Je pense que la différence sera très nette, hein. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Alors j'importe maintenant un exemple, et ce premier exemple, on voit qu'il y en a différents niveaux. Donc ici un exemple pour le XGPIO, il en existe également qui permettent de traiter les interruptions, etc. Bon, on va faire simple, on démarre avec l'exemple AXI-GPIO comme celui-ci. Et on va aller voir un petit peu à quoi il ressemble cet exemple AXI-GPIO. Donc là, il a été créé. On peut voir quels sont les différents fichiers inclus. Bon, pour le moment, ça ne m'intéresse pas vraiment. On peut voir quels sont les différents fichiers sources. Et là, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est effectivement le fichier d'exemple que j'ouvre ici avec un double clic. Et donc, dans ce fichier d'exemple, on va trouver un certain nombre d'éléments. Alors, le fait d'avoir réalisé le build de la plateforme permet au système d'accéder aux différents fichiers qui le composent. Et par exemple, ici, si j'effectue un clic droit sur le fichier xparameters.h qui apparaît dans les inclusions, je vais pouvoir aller voir tout ce qui est présent dedans. Alors ça, c'est particulièrement utile, hein. Ça nous permet de naviguer facilement dans les différents fichiers sources. Alors là-dedans, normalement, je dois pouvoir trouver quelque chose qui fait référence à mon AXI-GPIO. Le voilà ici. Alors, combien d'instances d'AXI-GPIO? Nous, on en a mis un, donc une instance. Ensuite, les éléments qu'il caractérise. Alors, souvenez-vous, hein, on avait tout à l'heure regardé dans l'adresse editor quelle était l'adresse de base de notre AXI-GPIO. Effectivement, c'est 0x 4120.0000. Donc, tout ça en hexadécimal. Voilà qui définit l'adresse de base. Les interruptions ne sont pas prises en charge, donc c'est pour ça qu'on voit apparaître le 0 pour le paramètre correspondant. Dual, ça concerne le fait qu'on a utilisé le double canal qui était disponible, hein, les deux canaux. Bien, donc à partir de là, connaissant l'adresse, on pourrait très facilement déjà accéder à l'AXI-GPIO. Plus simplement, on dispose ici d'un driver qui va nous permettre de travailler avec cet AXI-GPIO. Et si j'ouvre la définition du driver, voilà, on va à la déclaration, et bien à l'intérieur de ce driver, on va trouver quelques fonctions qui vont nous permettre de travailler donc avec ce module AXI-GPIO. Alors on trouve la structure qui définit un objet de type AXI-GPIO. Bon, c'est défini par son adresse un nom, son adresse de base. Est-ce que les interruptions sont traitées? Est-ce qu'il y a les deux canaux d'exploiter? Donc voilà ce qu'on y trouve. Ensuite, on trouve une fonction ici d'initialisation. Donc cette fonction d'initialisation, c'est donc XGPIO initialize, qui a besoin d'un objet XGPIO, hein, qui repose sur la structure que l'on a vue un instant, et de l'adresse de base de cet élément. Ensuite, on a des fonctions pour pouvoir spécifier la direction des données, des fonctions pour pouvoir retrouver quelle direction a été spécifiée pour les données, une fonction qui me permet de lire donc un canal, une autre fonction qui me permet d'écrire sur un canal, une fonction qui me permet de mettre à 1 un canal, de mettre à 0, bon, etc. Et également une fonction de test. Puis après, tout un tas de fonctions qui concernent les interruptions. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, hein, on va aller voir le code source de l'exemple. Alors, je vais dérouler un petit peu, voilà, de façon à ce qu'on voit un petit peu plus les choses. Donc, dans cet exemple, on a défini ici LED 01. Donc, c'est une définition qui permet de faire référence à la première LED qui se trouve sur le bit 0 du GPIO canal 1. D'ailleurs, on a une définition ici qui définit les canaux. Et on a uniquement pour l'instant le canal 1 qui est défini et qui est associé pour les LED. Un canal donc pour traiter les LED. Alors j'avance un petit peu, alors je saute un certain nombre de choses, hein, parce que ce sont des définitions.
le programme principal. Alors avant le programme principal, ici, une instance de XGPIO qui va s'appeler GPIO. Donc c'est une instance vers le driver. Alors dans le cas qui nous intéresse, puisqu'on n'est pas en mode SDT ici, c'est donc cette instruction-là qui sera prise en compte, et cette instruction, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'initialiser l'AXI GPIO. Cette initialisation, comme on le voit ici, elle nécessite de fournir l'adresse d'une structure GPIO et son adresse de base. Ensuite, on contrôle l'état du statut. Si c'est success, on passe à la suite. On spécifie ensuite la direction des données. Donc la direction des données ici, eh bien pour la spécifier, on a besoin de préciser l'adresse d'une structure de GPIO, le numéro du canal concerné, et on le voit ici, on utilise un tilde LED pour pouvoir mettre en sortie le bit correspondant. Alors ça nécessite une petite explication, puisque 0 croix 01, finalement, en binaire, ça s'écrit sur 32 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça s'écrit comme ça, finalement, ce 0 croix 01. Si je mets un tilde devant, si je mets un tilde, j'inverse l'état de tous les bits. Donc là, je peux continuer mon commentaire. Donc, tilde croix 01, c'est donc égal maintenant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. J'en ai peut-être mis un de trop, là. Je suis allé un peu vite. Voilà. OK. Bien. Donc ce que l'on voit, c'est qu'avec ce paramètre-là, on fixe le bit 0 en sortie. Et pour fixer un bit en sortie, il faut donc au niveau de la direction imposer la valeur 0. C'est ce que montre cette petite analyse. Ensuite, ici, j'ai une boucle infinie. Boucle infinie qui va me permettre d'écrire sur le port et d'écrire la valeur 1. Bon, ça correspond au bit 0 que l'on va mettre à 1. C'est une écriture, donc la LED va s'allumer. Ensuite, on a une boucle vide qui est là uniquement pour matérialiser une pause. Alors on aurait pu faire ça autrement, évidemment. Et on verra ça par la suite dans d'autres vidéos. Enfin, une fois que la pause est terminée, on procède à un clear. Donc on utilise maintenant une nouvelle fonction qui nous permet de mettre à 0 tous les bits du canal ici pour lesquels on a mis une valeur 1 à cet endroit-là. Donc j'impose un 1 sur le bit 0. Comme il s'agit d'un discrete clear, je mets à 0 le bit correspondant sur le canal. À nouveau, une boucle infinie. Et puis là-bas, on reboucle. Et donc, on va assez logiquement observer le clignotement de la LED sur la carte Zibo lorsqu'on va la programmer. Alors, première étape, avant de programmer quoi que ce soit, c'est de construire l'application avec le build qui se trouve ici. Donc là, ça s'est fait avec succès. L'étape suivante, c'est donc de connecter la carte et de charger le programme à l'intérieur de la carte. Alors, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Alors, ici, on va donc exécuter le programme, on ne va pas se mettre en mode debug. Et là, on a tout ce qui correspond à la configuration de ce modèle d'exécution. Alors, c'est un modèle d'exécution qui utilise des commandes TCL et qui va lancer en particulier la commande ps7 init TCL, donc pour pouvoir initialiser le système. Alors, on procède, comme vous pouvez le voir ici, donc à l'initialisation du système, reset complet du système, on programme la partie FPGA ainsi que la mémoire qui contient l'application. Je lance l'exécution. Alors en bas, on voit qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont en train d'apparaître. Et puis, à un moment donné, on va voir la LED clignoter. Voilà, c'est ce que je vous propose de voir ici. Donc ici, la carte Zibo.
avec une petite extension qui est spécifique à l'IUT, hein, qui nous permet de faire des travaux pratiques un peu plus simples en utilisant des afficheurs 7 segments. Voilà, donc ça clignote, ça fonctionne correctement. On va pouvoir envisager d'autres projets un petit peu plus sophistiqués. Alors, on pourrait également faire du debug. Alors attention, hein, quand il y a une configuration d'exécution qui est en cours, ici, on se rend dans la partie qui permet de gérer l'exécution sur l'interface de Vitis et on peut stopper donc l'exécution. Vous noterez que quand vous stoppez ici, en réalité, dans la carte, ça continue à fonctionner puisqu'on était dans une configuration de type Run. Si maintenant je veux faire du debug, donc je charge dans la carte, donc ici, une configuration pour effectuer du debug. Et là maintenant, j'ai donc un système qui initialement se trouve au début de la fonction main, hein, qui est arrêté là, pour lequel je peux avancer pas à pas, ou lancer l'exécution. Donc là j'ai lancé l'exécution, je peux la mettre en pause à tout moment, cette exécution. Il y a de fortes chances que quand on met en pause, on se retrouve dans une des boucles de délai qui se trouve ici ou ici, hein. Pardon, ici. On peut mettre des points d'arrêt, exécuter jusqu'au prochain point d'arrêt. Comme vous pouvez le constater, on peut également visualiser toutes les variables locales au système. Alors ici, on a délai, qui est une variable locale. On a également le statut, qui a été obtenu au niveau des initialisations précédentes, ici. Là. Quand on se positionne sur un élément, alors on peut généralement voir la valeur. Bon ben là, c'est pas le cas. Là. Alors on peut ajouter donc dans une des fenêtres la valeur d'un élément. Bon ben là c'est une définition, donc non, ça ne va pas être faisable. Bon ben là il n'y a rien à ajouter puisqu'on a tout effectivement dans les variables qui sont locales ici. Oui, alors un exemple intéressant, voilà, c'est ce que je voulais montrer, hein, c'est que si je me positionne ici sur le GPIO, je vois effectivement toutes les données correspondantes. Donc on voit qu'effectivement on est dans un mode dual. On voit que les interruptions n'ont pas été spécifiées. On voit également l'adresse de base. Donc voilà ce qui caractérise donc ma structure GPIO. Alors un bon exercice que je vous propose donc de réaliser, c'est maintenant de modifier ce programme pour pouvoir lire l'état des interrupteurs et refléter cet état sur les LED. Voilà. Donc après cet exercice, on se retrouve pour une troisième vidéo où on effectuera donc la correction de l'exercice. Bien, pour rappel, hein, ces vidéos vous sont offertes par l'Université de Nantes dans laquelle je travaille. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.